Sada al-Hudour al-Karim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais faire ma présentation en français parce que c'est ma langue dans laquelle j'écris. Le livre, alors une remarque très importante avec laquelle je dois commencer, le livre concerne Kamel Daoud en tant que personne, mais il est cité dans le titre, mais nous ne nous intéressons pas à la personne. La vie privée des personnes ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse chez les intellectuels, c'est leur vision, c'est leurs écrits, c'est leurs déclarations, et c'est ça qui est le sujet de mon livre. Donc la plupart des gens ne comprennent pas, ils me disent que je m'attaque à quelqu'un. En fait, je connais énormément de choses sur la vie de Kamel Daoud parce que c'est quelqu'un de ma vie, donc nous avons des connaissances communes, mais il n'est pas question justement de discuter de la vie privée de Kamel Daoud. Nous n'allons concentrer nos efforts que dans la discussion sur les déclarations, les écrits et l'idéologie qui est derrière les écrits de M. Kamel Daoud. Alors j'ai intitulé, alors pour un peu changer, parce que le but de ma présentation aujourd'hui n'est pas de coller au livre, mais plutôt de partir du livre et m'étendre un peu. Je l'ai intitulé à propos des écrivains néocolonisés et des informateurs indigènes. En fait, ce concept-là, je l'ai vulgarisé très récemment, je l'ai vulgarisé et ça a pris de l'ampleur. Les gens ont compris que finalement, il y a un concept. Ces personnes qui parlent à l'étranger, qui dénigrent leur pays, etc. Ça ne vient pas du hasard. Il y a toute une théorie derrière cela et je vais vous citer des exemples qui n'ont rien à voir avec l'Algérie. Alors, ma présentation va être divisée en 5 chapitres. La première, c'est l'écrivain néocolonisé. Je vais essayer de définir c'est quoi un écrivain néocolonisé. Ensuite, je vais définir c'est quoi un informateur indigène. Par la suite, je vais parler de la langue arabe, comment Kamel Daoud et d'autres se représentent la langue arabe, leur langue maternelle. Je vais parler de la cause palestinienne, j'en parle aussi dans le livre. Ces des chapitres-là, j'en parle dans le livre. Mais on va la discuter à l'aune justement de ce qui s'est passé avant 2016, de la date de la publication, la première publication, et maintenant. Finalement, je vais essayer de discuter quel est le rôle de l'écrivain dans sa communauté, qu'est-ce que l'écrivain doit apporter à sa communauté, et qu'est-ce que les penseurs qui nous ont précédés en disent. Et finalement, je vais conclure. Alors, l'écrivain colonisé, je vais me baser sur une citation de mon ami, le philosophe Mohamed Bouhamidi. Il dit « Le complexe du colonisé, en fait, c'est de porter le discours colonial dans sa tête. » C'est-à-dire un néocolonisé, il porte le discours colonial dans sa tête. Il se traduit par l'obsession de s'extraire de l'indigénat et de se distinguer du sans-peuple. C'est-à-dire qu'il va, tout néocolonisé, va essayer de s'extirper de sa fange, disons, de sa boue dans laquelle il était, pour aller rejoindre ceux qui pensent comme étant des gens supérieurs et essayer de critiquer son origine. Alors, vous remarquerez dans le livre, pour les gens qui l'ont lu ou qui vont le lire, c'est que je me suis basé sur les travaux d'un philosophe tunisien d'origine juive qui a écrit le livre dans les années 50 et qui s'appelle « Portrait du colonisé ». Albert Memmi, il s'appelle Albert Memmi. Je l'ai lu quand j'étais vraiment très jeune et vraiment c'est un livre qui m'avait marqué. Alors j'ai pris ce qu'avait constaté Albert Memmi et j'ai essayé de l'appliquer à Kamel Daoud. Alors Albert Memmi nous dit la chose suivante: l'ambition première du colonisé sera d'égaler ce modèle prestigieux, le modèle du colonisateur, de lui ressembler jusqu'à disparaître en lui. C'est-à-dire que le but du néocolonisé, c'est de s'extraire, comme le disait Bouhamidi, de sa populace, donc de cette chose qui n'aime pas, pour essayer de ressembler le plus possible aux colons, aux colonisateurs, et de s'extraire complètement. Alors, quand on regarde le cas de Kamel Daoud, alors ça c'est 4 novembre 2024, donc ça n'a rien à voir avec mon livre, mais je l'avais déjà dit dans ce temps-là, il dit « je suis plus français que les Français ». C'est-à-dire que même Albert Memmi n'a pas prédit ça. C'est-à-dire que pour Albert Memmi, un néocolonisé, il va ressembler, il va être un Français. Pour lui, là non, lui il dit « je suis plus français que les Français ».
Donc vous voyez, il a dépassé le stade de ce que j'ai appelé dans un de mes articles la mue imaginale, c'est-à-dire la transformation de la, je dirais, de la chrysalide, de la larve, en papillon. C'est cette transformation de l'écrivain néocolonisé. Alors, autre chose, un article aussi assez récent du 10 septembre 2024 à Marianne, il dit, regardez son expression, pour eux. Alors eux, c'est qui? C'est nous. Il est passé de l'autre côté de la Méditerranée et il nous regarde. Pour lui, nous sommes eux. C'est-à-dire qu'il s'est complètement extirpé du peuple algérien. Même dans sa sémantique, même dans la façon avec laquelle il utilise les mots, on perçoit cette mue imaginale. Alors, l'écrivain néocolonisé, comment on reconnaît un écrivain néocolonisé au XXIe siècle? C'est très facile. C'est celui qui se fond dans la littérature de l'ex-colonisateur. Vous avez des exemples, Morceau contre enquête, et essayer de ressembler un petit peu à la littérature du colonisateur. On épouse automatiquement les idées les plus réactionnaires, use et abuse des stéréotypes et s'évertue à diaboliser sa communauté. C'est exactement ce que fait Kamel Daoud et ce que font d'autres, on pourra en parler. Autre chose, il est exhibé, alors grâce à ça, il est exhibé dans tous les plateaux médiatiques et exposé dans les prestigieuses tribunes littéraires. Quand vous voyez, par exemple, Kamel Daoud ou un Boualem Sansal qui fait le tour des plateaux, même des Français, même des grands auteurs français n'ont pas ça. C'est qu'il y a une raison derrière cette exhibition médiatique à outrance, tous les jours, il est quelque part. Donc il y a quelque chose qui est derrière. Il est affublé de superlatifs pompeux, c'est-à-dire qu'on va toujours essayer de le glorifier, comme quoi c'est le plus grand, le plus petit, le plus ça. Comparé aux plus grands auteurs métropolitains, il est anobli, bien sûr, à la fin, on l'anoblit avec des prix prestigieux, parce que quand on lui donne le prix, c'est fini. Là, le prix va être là, et le prix va le sacrer, et il va être dans une catégorie complètement à part. Alors, quand on dit qu'il est comparé au plus grand Kamel Daoud, le Voltaire du monde arabe. Michel Onfray, par exemple, il dit Boualem Sansal, c'est notre Voltaire. Vous avez Jean-Michel Blanquer, qui est un ancien ministre français. Boualem Daoud et Sansal sont les Voltaire et les Diderot de notre époque. Vous voyez, donc on les compare toujours aux plus grands, comme ça, sans pour autant savoir qu'est-ce que c'est qu'un Voltaire et qu'est-ce que c'est qu'un Diderot. Je passe maintenant aux informateurs indigènes. Alors, un informateur indigène, c'est... En fait, on appelle ça indigène parce qu'en anglais, on a un native informant, qui sont traduits, normalement ça devrait être informateur autochtone, mais en français on dit informateur indigène, est une personne d'une race ou d'un lieu particulier qui est considéré comme un expert en la matière du simple fait de son appartenance à cette race ou à ce lieu. C'est-à-dire, vous êtes musulman, oui, vous êtes musulman, bon, vous êtes spécialiste dans l'islam. Vous êtes noir, oh, ben, vous êtes spécialiste de tous les problèmes des noirs. Vous comprenez? Et c'est pas normal. Et vous voyez, par exemple, des gens qui interviennent dans les médias occidentaux, français en particulier, on les ramène juste parce ils appartiennent à une race ou à un pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je viens de ce pays-là, ou je viens de cette race, ou j'appartiens à cette ethnie, ça veut dire que je la connais. Et si je la connais, ce que je dis est la vérité. Ce qui est complètement faux. Et c'est ça le rôle de l'informateur indigène. Un bon musulman, c'est quoi? Ben, c'est celui qui dit ce que les Occidentaux ont envie d'entendre. Quand un musulman, un bon musulman parle et qu'il dénigre la religion musulmane, ben, ça veut dire que lui, il était là-bas, il sait c'est quoi, il était musulman. Donc s'il dit que l'islam n'est pas bon, ben, ça veut dire c'est pas bon. Vous comprenez? Et pourtant, il n'a aucune science, aucune aptitude à dénigrer ou à dire quoi que ce soit sur l'islam. Boualem Sansal, il passe son temps à cracher sur l'islam, il a écrit des livres contre l'islam, il n'a jamais fait d'études théologiques.
Et en plus, on ne peut pas dire « Oh, lui, il est juif, donc il ne peut pas être antisémite. Lui, il est musulman, il ne peut pas être islamophobe. Lui, il est noir, il ne peut pas être anti-noir. » Donc il y a toujours cet aspect-là qu'on utilise justement pour dire que si on a un informateur indigène, de par son potentiel, il ne peut pas être traité d'autre chose que de dire la vérité. Je vais vous faire écouter, alors pour changer un peu, ne pas parler des Français, c'est une Québécoise, Sophie Durocher, qui est d'extrême droite. Regardez ce qu'elle dit sur Kamel Daoud. Vit maintenant en France, et c'est quelqu'un de super important. Il y a quelques années de ça, il a publié Meursault contre enquête. Meursault, c'est le nom du personnage principal dans L'étranger de Camus. Il avait remporté plein de prix littéraires pour ce livre-là. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui mène en parallèle deux carrières. C'est important pour la suite de l'histoire. À la fois, il continue à écrire des romans et il écrit dans les journaux et magazines français. Et il a une voix extrêmement importante parce que c'est une voix issue de la culture arabo-musulmane qui est hyper critique de la société arabo-musulmane, de l'Algérie, mais pas que. Et dans Le Point, par exemple, quand il écrit dans Le Point, il dénonce le port du voile, il dénonce la montée de l'islamisme, plein de choses que d'autres gens font, mais quand ils le font, ils se font traiter de quoi? D'islamophobe, évidemment. Mais là, il y a quelqu'un qui est issu de cette culture-là, qui a le plus grand respect. Il adore l'Algérie, mais il déplore le fait qu'en Algérie, les femmes n'aient pas les mêmes droits que les hommes, et que dans le monde arabo-musulman en général, il y ait une telle injustice envers les femmes. Donc c'est une voix extrêmement importante, pertinente, pas mixée du bas. Alors vous avez vu, il est extrêmement. On essaie de monter cet écrivain en haut du firmament, vraiment en haut du firmament. Mais Sophie Durocher ne se rend pas compte qu'elle donne exactement la définition de l'informateur indigène. C'est-à-dire, elle dit, il vient de ce milieu-là et il connaît ce milieu-là, alors que Kamel Daoud, il a fait des études en français, il n'a jamais fait d'études en théologie. Et pire que ça, Kamel Daoud était imam fils dans son lycée, toute sa jeunesse, il l'a passé dans les cercles islamistes. Vous comprenez? Donc, ces personnes-là sont utilisées justement pour des publics qui ne les connaissent pas et qui nous donnent une image, ils nous renvoient une image totalement déformée de la réalité. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'hier, il y a eu un article qui m'a été envoyé. L'article, c'est de Olivier Gloac, donc vous voyez, mercredi 12 février, c'est-à-dire hier, qu'écrit Olivier Gloac, qui est un chercheur en littérature, qui écrit souvent sur les auteurs français et autres. Qu'advient-il? Regardez ce qu'il dit. Qu'advient-il lorsque le ressentiment d'un écrivain envers l'Algérie, c'est-à-dire la haine d'un écrivain contre l'Algérie indépendante, se confond avec celui de la France, c'est-à-dire la haine de la France contre l'Algérie, qui attend depuis le traumatisme national de 1962 une revanche sur son ancienne colonie. C'est-à-dire la France, elle a une revanche à prendre sur... C'est un Français, hein, c'est une revanche à prendre contre l'Algérie depuis son indépendance. Et l'intérêt de ce monsieur-là, de Kamel Daoud, ou d'autres, il se confond avec ça. Qu'est-ce qu'il obtient? C'est simple. Il obtient le prix Goncourt et devient un atout de choix pour l'extrême droite transatlantique obsédée par la peur de l'islam dans son combat métapolitique. Plus loin, il dit « Nous ne nous trompons pas, nous vivons actuellement un combat culturel dans lequel, comme l'écrivait Merleau-Ponty à une autre époque, il n'y a pas de place pour les actions neutres et indifférentes. Toute action d'écriture n'est pas neutre. Quand vous écrivez, vous n'êtes pas neutre. Vous avez une idéologie à faire passer. Le fait que Boualem Sassal dise que l'Algérie, l'ouest de l'Algérie n'appartenait pas au Maroc, ce n'est pas neutre, ce n'est pas une opinion.
Il y a une visée derrière tout ça. Certains pourraient penser que Houri, le dernier roman de Kamel Daoud, n'est qu'une étape dans le cursus personnel d'un auteur particulièrement sensible aux variations du moment, mais ils se tromperaient, car Daoud est un écrivain objectivement engagé aux côtés de cette nébuleuse d'extrême droite métapolitique. C'est l'un de leurs porte-drapeaux. Houri est son fait d'armes et le Goncourt sa médaille. C'est un chercheur en littérature française, c'est pas nous qui le disons. Déjeuner indispensable avec le président Macron, c'est le visite officielle à Alger. Donc, indispensable, comme Kamel Daoud avait dit au président de la République, Monsieur le Président, nous sommes la voix de la France en Algérie et ne nous abandonnez pas. Vous voyez, ça c'est Xavier Driancourt. Xavier Driancourt, le fameux ambassadeur. Vous savez, nous avons plus d'une vingtaine d'ambassadeurs qui sont venus en Algérie depuis l'indépendance. C'est le seul ambassadeur qui ouvre sa trappe tout le temps pour dénigrer l'Algérie. Tout le temps. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, lors de la visite de la première visite officielle de Macron en Algérie en 2017, il a ramené Boualem Sansal. Je l'avais écrit dans un article, d'ailleurs, j'avais dénoncé ce fait-là, parce que dans ce sens-là, ni Boualem Sansal, ni Kamel Daoud n'étaient français. Et comment un président français ramène avec lui des auteurs qui sont algériens? Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, Boualem Sansal et Kamel Daoud ont dit « Nous sommes les défenseurs de la France et du français. Ne nous abandonnez pas. » En 2017, il a dit ça. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Xavier Driancourt qui le dit. Donc vous voyez, ce sont des gens qui, leur parole n'est pas neutre. Ce sont des gens qui défendent la position de la France, qui valorisent la colonisation, d'ailleurs, il y a des extraits que je cite dans mon livre, des extraits qui font vraiment extraordinaires. Genre du style... Si nous n'aimons pas cette terre comme l'ont aimé le colon, pourquoi ne pas leur rendre leur terre? Kamel Daoud écrit ça. Alors, ça me rappelle un peu mes études en théorie du groupe, des groupes. Dans les informateurs indigènes, les écrivains néocolonisés, c'est une petite partie. Donc, il y a d'autres informateurs indigènes qui ne sont pas nécessairement des écrivains. Vous avez par exemple l'exemple de ce monsieur-là, qui est Mohamed Sifawi, qui passe son temps à vomir sur l'islam. Et comme par hasard, il passe au CRIF, c'est-à-dire au Conseil représentatif des institutions juives de France. C'est en fait le CRIF, pour les gens qui ne connaissent pas encore, c'est la vraie ambassade d'Israël en France. Alors quand vous êtes adoubé par le CRIF, c'est que vraiment vous avez atteint le firmament. Ici, j'ai un article signé par un certain monsieur, c'est un professeur à l'INALCO, il s'appelle Salim Chaker. Arrestation de Boualem Sansal. Depuis l'indépendance, l'Algérie est une dictature pilotée par une oligarchie militaire. Salim Chaker est un Algérien de Kabylie. Et si on cherche un peu, on creuse un petit peu, Salim Chaker soutient le MAC. Et ça, on ne le dit pas dans l'article. C'est normal que si tu soutiens le MAC, c'est normal que tu penses que l'Algérie est une dictature. Mais ça passe pas. On va le présenter comme étant un informateur digne de foi, parce que c'est un professeur à l'INALCO. Mais on tait le fait qu'il est lié au MAC et c'est un ami de Farhat Mhanni. Un autre exemple, alors je sors complètement d'Algérie, je ne sais pas si vous vous rappelez de Ahmed Chalabi. Ahmed Chalabi, c'était un Irakien qui a été adoubé par l'administration Bush fils et qui a été vraiment, en 2003, c'était lui qui parlait des armes de destruction massive, il faut tuer machin, il faut envahir, c'est lui. Et c'est avéré par la suite que c'est un escroc total, ce type-là, vraiment un escroc, et d'ailleurs qui a disparu juste après après l'invasion de l'Irak. Donc, le concept, je pourrais citer d'autres exemples, d'autres pays, le concept d'informateur indigène n'est pas juste lié à Kamel Daoud ou à l'Algérie. C'est un concept, on utilise toujours des gens qui viennent d'une autre ethnie ou d'une autre culture ou d'un autre pays pour faire valoir le fait que si lui le dit, c'est que c'est vrai. La langue arabe. Quelle est la relation de Kamel Daoud avec la langue arabe ? Albert Memmi, je le cite, j'en ai parlé tout à l'heure, il dit
textuellement un livre qui a été écrit dans les fins des années 50, dans le conflit linguistique qui habite le colonisé. Sa langue maternelle est l'humilier, l'écraser, et ce mépris objectivement fondé, il finit par le faire sien de lui-même et se met à écarter cette langue infirme, à la cacher aux yeux des étrangers, à ne paraître à l'aise que dans la langue du colonisateur. C'est-à-dire que, en fait, il va nier sa langue, il va nier sa langue maternelle, parce que sa langue maternelle, c'est comme en fait, quelque chose qu'on ne peut pas montrer. C'est une infirmité. Albert Memmi, regardons ce que maintenant dit Kamal Daoud. Kamal Daoud dit « La langue arabe est piégée par le sacré, par les idéologies dominantes. On a fétichisé, politisé, idéologisé cette langue. L'arabe classique est une langue de colonisation. C'est aussi le signe d'une colonisation réussie. Aujourd'hui, des siècles après, le colonisé revendique la colonisation comme une œuvre positive et l'arabe mort est sa preuve. » Pour lui, l'arabe, c'est vraiment la langue de colonisation. Et c'est quand même assez étrange, parce que c'est vrai que les Arabes ont colonisé l'Afrique du Nord. Mais les Français aussi. Si on part de ce principe, on doit dire aussi que le français était aussi une langue de colonisation. Non, pour lui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans tous les coups. Pour moi, la langue française est beaucoup plus qu'un bien vacant. Vous vous rappelez de qui a dit ce... Pour lui, en fait, je me la suis appropriée ni par violence ni par la guerre. J'ai un rapport pacifié au français. Pour lui, en fait, on a toujours appris que, à partir de ce qu'a dit Kateb Yassine, que le français est un butin de guerre. Ça veut dire qu'on a fait la guerre pour avoir ça. Pour lui, non, il n'a pas fait la guerre aux Français. Il l'a trouvé comme ça, bien vacant. Il est rentré. Vous comprenez? Donc déjà, il y a une différence de perception. Mais pourquoi il ne dit pas que le français est une langue de colonisation? Même si moi j'utilise la langue française, mais je ne dis pas que le français c'est la langue de la libération. Moi j'utilise le français pour défendre mon pays. J'utilise le français pour défendre mon pays. Et j'ai toujours défendu mon pays avec le français. D'ailleurs, avec n'importe quelle langue, on pourrait le défendre en anglais. Et on pourrait d'ailleurs détruire l'Algérie avec l'arabe. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'arabe et qui essayent de détruire l'Algérie. Le français est une langue d'infraction, de dissidence, d'imaginaire et de libération. Vous voyez la dichotomie. L'arabe, d'un côté, qui est une langue qui a été fétichisée, qui est une langue morte, qui ne sert à rien, et le français qui est la langue de la libération. Passons à un autre auteur, Amin Maalouf, que j'adore. Que pense-t-il de la langue arabe? Alors que c'est un auteur d'expression française. Il est membre de l'Académie française quand même. L'arabe est une partie de moi-même dont je me sens incapable de me démettre, ou plutôt dont je ne veux jamais me démettre. Voilà, c'est un auteur d'expression française, d'origine libanaise, qui a grandi dans un pays de langue arabe, et il ne renie pas. Vous pouvez accumuler des langues, vous pouvez apprendre le russe, apprendre l'anglais, le français, n'importe quelle langue, mais ne reniez pas votre propre langue. Un grand poète turc, Nazım Hikmet. Nazım Hikmet aime la langue turque comme le paysan aime sa terre et ses bœufs, un menuisier ses planches et son robot. Pour lui, en fait, la glaise avec laquelle il construit ses poèmes, c'est la langue. Comme c'est un outil qu'il va maîtriser, qu'il va aimer. Un laboureur aime la terre, un menuisier aime le bois, un poète aime la langue. Et c'est comme ça qu'on peut partir d'Oran, d'un petit quartier d'Oran, et arriver à la postérité et arriver à la mondialisation. Passons maintenant à la cause palestinienne. Pour les gens, pour nous tous, la cause palestinienne est une cause qui est inscrite dans notre ADN. En 2014, il y a eu l'opération Bordure pour Tactis. C'est une opération qui a décimé la bande de Gaza. 2000 morts, dont 500 enfants, 10 000 blessés, dont 3000 enfants blessés, 231 écoles détruites, et encore, je pourrais encore faire le décompte macabre de tout ça. En même temps qu'il y a eu ça, qu'est-ce que Kamal Daoud écrit?
le 12 juillet 2014, soit 4 jours après le début du massacre sauvage, Kamel Daoud écrit « Ce pourquoi je ne suis pas solidaire de la Palestine ». Vous voyez le timing? Je ne suis pas solidaire. D'ailleurs, cet article, je l'ai trouvé dans les médias israéliens. Tous les médias israéliens ont publié cet article. Qu'est-ce qu'il dit? Non, le chroniqueur n'est pas solidaire de la Palestine. Non donc à la solidarité par conditionnement religieux et nationaliste. La solidarité qui se juge sur l'histoire d'un peuple malmené et presque sans terre au nom de la haine de l'autre. C'est-à-dire qu'on est solidaire avec la Palestine parce que nous n'aimons pas les Juifs. Nous sommes antisémites. Pas parce que les Palestiniens se font massacrer et parce que c'est la terre des Palestiniens. C'est un problème de colonisation. Nous n'avons rien à voir avec l'antisémitisme ou autre chose. Ce sont des personnes, que ce soit des Juifs ou autres, ou des Martiens, qui viennent prendre cette terre, nous serons contre. Et puis, il parle de solidaire religieux, conditionnement religieux et nationaliste. C'est pas vrai. Il y a des chrétiens qui sont pour la cause palestinienne. Il y a des bouddhistes. Il y a des Juifs qui sont pour la cause palestinienne. On le sait, ça. Toutes les communautés de Brooklyn, ils sont contre Israël et pour la Palestine. À chaque fois qu'il y a des manifestations, les hassidiques, ils manifestent pour la Palestine. Plus que ça, cette solidarité concomitante que le chroniqueur a vomi dans les écoles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos écoles nous apprennent à être antisémites, c'est ça qu'il dit? C'est ça qu'il sous-entend finalement. Les manuels scolaires, les chants de l'abarabisme et l'unanimisme religieux. Ça veut dire que notre religion, elle est fondamentalement antisémite. Alors que c'est pas vrai. C'est un problème de colonisation. Et ça s'arrête là. Nous pouvons avoir des sentiments envers nos co-religionnaires. Mais quand l'Afrique du Sud, il y avait l'apartheid, ce ne sont pas nos co-religionnaires. Et pourtant, nous étions avec eux, nous les avons aidés, et puis on souffrait quand eux souffraient. Et ramener tout ça à des choses qui sont complètement fausses, et l'argumentaire est très facile à démonter. C'est ça le rôle d'un informateur indigène. Le drame palestinien a été arabisé, islamisé à outrance, au point où maintenant le reste de l'humanité peut se sentir débarrassé du poids de cette peine. C'est une affaire arabe et de musulmans. Complètement faux. Complètement faux. Ce n'est pas une affaire arabe et musulmane, non. Regardez les chanteurs, les Irlandais, les footballeurs, le monde qui manifeste pour la Palestine. Ils n'ont rien à voir avec les Arabes et l'islam. Cette solidarité qui a transformé un drame de colonisation en clash en religion, mais pas du tout. C'est toi qui la transforme en clash de religion. C'est un problème de colonisation. Et nous savons ce que c'est que la colonisation. Nous avons vécu 132 ans sous la colonisation. Nous savons c'est quoi. Et nous souffrons quand les Palestiniens souffrent. Et nous souffrons quand tous les pays colonisés souffrent. Nous savons ce que c'est. Nos parents nous les ont transmis par nos chromosomes. Cette solidarité VIP que le chroniqueur ne veut pas endosser, ni faire sienne. Lorsque Kamel Daoud a été attaqué par la fatwa de Hamadash, je ne sais pas si vous en rappelez, regardez ce qu'a écrit le CRIF. Voilà, le CRIF, les Juifs, le lobby sioniste français, soutenant Kamel Daoud, c'était en 2016, c'était juste après la fatwa de Hamadash. Pire encore, avec le génocide qui s'est passé à Gaza, avec d'après les études sérieuses du Lancet, plus de 180 000 morts, et non pas 40 000, plus de 180 000 morts. Il écrit, quelques jours après le début, le 23 octobre, du 7 octobre au 23 octobre, il écrit « Guerre Hamas-Israël, lettre à un Israélien inconnu de la part de Kamel Daoud ». Il écrit à un soldat inconnu. Il n'écrit pas à un Palestinien inconnu. Il écrit à un Israélien inconnu.
Notre éditorialiste adresse une missive émouvante à un destinataire israélien qu'il a été éduqué à détester. On revient à l'éducation. C'est-à-dire que notre école, notre religion, notre société nous éduque à être anti-juif, c'est-à-dire antisémite, mais qu'il a appris à comprendre un effort que doit faire le monde arabe. C'est-à-dire que nous tous, nous devons normaliser avec Israël, même s'il y a un génocide. Et regardez la photo qui accompagne cet article. Plus encore, en janvier 2024, un livre a été écrit, Israël, 7 octobre 2023, un pogrom au XXIe siècle. Un pogrom, c'est-à-dire l'attaque du Hamas du 7 octobre est un pogrom. Alors, tout ce qui s'est passé avant, tous les massacres qui ont eu lieu n'étaient pas des pogroms. Mais celui-là est un pogrom. Et qui fait la postface? Monsieur Kamel Daoud va faire la postface de ce livre de gens génocidaires. Il est complice d'un génocide, ce type-là. Allons plus loin, regardons M. Boualem Sansal. Vous savez qu'en 2012, M. Boualem Sansal est parti en Israël. Il a été invité. D'ailleurs, il a fait plusieurs interviews où il avait énormément de bonnes relations avec la communauté juive. Et il est parti là-bas. Mais ça fait beaucoup. On ne pourra pas faire juste une conférence juste sur ce monsieur-là. Mais qu'est-ce qu'il a dit quand il est revenu ? 24 mai 2012, je suis allé à Jérusalem et j'en suis revenu riche et heureux. Il est riche et heureux parce qu'il est allé à Jérusalem. Il n'a pas vu les camps, il n'a pas vu les massacres. En 2008-2009, il y a eu des massacres. L'opération Plomb Durci a décimé Gaza. Il ne les a pas vus. Il est venu riche et heureux. Moi, je pense qu'il est venu riche. C'est sûr qu'on lui a donné du fric. Heureux, ça l'arrange lui. Mais riche, c'est sûr qu'il est devenu riche. Ah, toujours. Alors regardez. Ah, le CRIF. Le CRIF exprime son soutien à Boualem Sansal arrêté en Algérie. Tiens. Cet écrivain de lumière, on revient à ce que disait Sophie Durocher tout à l'heure, de lumière, un écrivain de lumière. Défenseur des valeurs universelles. Quand il dit que le Maroc possédait l'Algérie, c'est une valeur universelle, ça. Faire face à l'obscurantisme, tous les gens qui sont contre lui, c'est des obscurantistes. L'écrivain et sa communauté. Kamel Daoud écrit le 23 septembre 2012 en décrivant son peuple. Hirsute, violent, édenté, sale, yeux exorbités, rageur, ongles courbés, intolérant, affamé, cannibale et impossible à fréquenter. C'est le portrait imposé de l'arabe, alias le musulman de souche, de l'océan à l'océan. De quoi vous donner envie de préciser l'essentiel de l'avenir? Je suis algérien et pas arabe, je suis humain et j'ai le choix d'être musulman ou pas. Voilà la description de son peuple. Dans 2012, Kamel Daoud, il vivait à Oran. En fait, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est ces deux articles-là. Le premier article du Monde, qui date du 29 janvier 2016. Donc, il y a eu, pour situer un peu le contexte, le 31 janvier 2015, il y a eu des soi-disant viols massifs qui se sont passés à Cologne. Et c'est pour ça que mon livre porte Cologne. Et toute la presse occidentale a dit il y a des viols et des viols et des viols, et ce sont des émigrants. Et en grande majorité, ce sont des musulmans. Et qu'est-ce qu'écrit M. Daoud? Sans attendre la fin de l'enquête. Il y a une enquête qui doit être faite. Il écrit « Cologne, lieu de fantasmes ». Selon l'écrivain Kamel Daoud, l'accueil des réfugiés demande d'admettre que leur donner des papiers ne suffira pas à les guérir du profond sexisme qui sévit dans le monde arabo-musulman. Et vous savez, pendant ce temps-là, la chancelière allemande, Angela Merkel, avait demandé à ce qu'elle reçoive plus d'1 million de réfugiés. Et tout cela a été monté par l'extrême droite. On s'est rendu compte après l'enquête qu'il n'y avait pas eu de viol. Il y a eu quelques scènes de vol,
mais pas de viol, de vol, mais pas de viol. Et tout cela, c'était une histoire complètement montée par l'extrême droite allemande. Kamel Daoud, il écrit dans cet article-là, « L'autre vient de ce vaste univers douloureux et affreux. » Donc nous, on parle de nous. Maintenant, actuellement, on est dans un vaste univers douloureux et affreux, que sont la misère sexuelle. Dans le monde arabe musulman, le rapport malade à la femme, au corps et au désir. L'accueillir n'est pas le guérir. Le rapport à la femme est le nœud gordien, le second dans le monde d'Allah. La femme est niée, refusée, tuée, voilée, enfermée et possédée. Incroyable, hein? Quand on a vu sa sœur témoigner contre lui la dernière fois. Elle était bien équilibrée, la madame. C'était sa sœur, elle est bien éduquée, elle a fait des études supérieures, etc. Nous avons des femmes médecins, des femmes pilotes, des femmes... C'est vrai que la situation n'est pas paradis. Nous avons des problèmes à régler. Mais... ce portrait-là, ce n'est pas le portrait que je connais de mon pays, de ma race, de mes origines, ce n'est pas vrai. Un autre article qu'il a écrit quelques jours après, le 12 février 2016, « La misère sexuelle », ça c'est au New York Times, « La misère sexuelle du monde arabe ». Le grand public en Occident découvre dans la peur et l'agitation que dans le monde musulman, le sexe est malade et que cette maladie en est en train de gagner ses propres terres. Vous voyez un peu, ça veut dire qu'il y a une horde de barbares, de violeurs qui s'en vient. Attention, fermez les portes, personne ne rentre. C'est incroyable quand même de dire cela. Surtout que par la suite, il s'est avéré qu'il n'y avait pas eu ces cas-là. Et il ne s'est jamais excusé. Au contraire, ils lui ont dit non, je maintiens ce que j'ai dit par rapport à la société, ce qu'il appelle, lui, arabo-musulman. Je ne sais pas c'est quoi là, mais parce que musulman c'est quelque chose, arabe c'est quelque chose, arabo-musulman ça doit être le condensé de tout ce qui est mauvais dans le monde entier. Dans Meursault contre enquête, dans le livre Meursault contre enquête, pour les gens qui l'ont lu, j'ai tiré un extrait. Regardez comment il décrit les gens qui vont à la prière. C'est l'heure de la prière que je déteste le plus, et ce depuis l'enfance, mais davantage encore depuis quelques années. La voix de l'imam qui vocifère. Vous savez, vociférer, ça veut dire crier, il parle de adhan. À travers le haut-parleur, le tapis de prière roulé sous l'aisselle, les minarets tonitruants, la mosquée à l'architecture criarde, et cette hâte hypocrite des fidèles vers l'eau et la mauvaise foi. Vers l'eau et la mauvaise foi. C'est-à-dire que tous les musulmans, ils ont de la mauvaise foi, ils sont de mauvaise foi. Les ablutions et la récitation. Vous savez, Alain Finkielkraut a fait une interview avec Kamel Daoud sur ce livre-là. Il a cité deux passages, juste deux, dont un, c'est celui-là. Dans tout le livre, il a pris ce passage-là. Ça a arrangé Finkielkraut, qui, on connaît, c'est un sioniste pur et dur. Ça m'amène à montrer un extrait d'une émission qui s'est déroulée en 2014 et je vous laisse écouter. Son. S'il vous plaît. Son. Se relever, attendre longuement, hésiter entre les autres, propre départ, faire des passages très durs sur l'Algérie, si je me permets aussi de lire quelques livres. J'ai depuis des décennies, du haut de mon balcon, vu ce peuple se tuer, se relever, attendre longuement, hésiter entre les horaires de son propre départ, faire des dénégations avec la tête par la lune, fouiller ses poches avec panique, comme un voyageur qui doute regarder le ciel en guise de montre, puis succomber à d'étranges générations pour creuser un trou et s'y allonger afin de rencontrer plus vite son Dieu, etc. etc. Il y en a plusieurs comme ça, des passages, je trouve très critiques, vis-à-vis de votre pays. Et on a le sentiment, en vous lisant, parfois en tout cas, que vous n'aimez pas fondamentalement être aujourd'hui un Algérien en Algérie. Vous voyez, Émeric Caron, qui est un gars de LFI, on sait sa position par rapport à tout ce qui est arabe musulman et par rapport à la cause palestinienne. Il lui dit, vous n'aimez pas l'Algérie. En 2014, il dit, tout ce que vous dites, on dirait que vous n'aimez pas l'Algérie. Vous n'aimez pas l'Algérie. Et c'est vrai. En dénigrant ton peuple, bah, tu n'aimes pas ton pays, c'est tout. Tu ne peux pas prétendre dénigrer, passer de la critique à l'offense, de la critique à l'insulte.
Insulter son peuple, c'est pas le critiquer. Il y a deux choses complètement différentes. Regardons ce que dit Amin Maalouf dans son discours à l'entrée à l'Académie française. Mesdames et messieurs de l'Académie, quand on a le privilège d'être reçu au sein d'une famille comme la vôtre, on n'arrive pas les mains vides. Et si on est l'invité levantin que je suis, on arrive même les bras chargés. Par gratitude envers la France comme envers le Liban, j'apporterai avec moi tout ce que mes deux patries m'ont donné, mes origines, mes langues, mon accent, mes convictions, mes doutes, et plus que tout, peut-être mes rêves d'harmonie, de progrès et de coexistence. Amin Maalouf ne renie pas sa race. Il est français, il écrit en français, il a été admis à l'Académie française et n'a pas dit « non, 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 je ne veux pas de ma race ». Non, au contraire, il dit « je suis pétri par ma race, je suis pétri, je suis ce que je suis parce que je suis d'abord libanais et ensuite français ». Mes patries ne se substituent pas les unes aux autres. La France n'a pas remplacé en moi le Liban. Je me sens profondément européen sans cesser d'être arabe et sans jamais quitter les yeux de l'Afrique. Voilà un écrivain qui respecte son peuple, qui respecte son pays. Je reviens toujours à mon poète préféré, Nazim Hikmet. Pour un poète, l'amour du pays, du peuple, c'est l'amour d'une terre réelle, concrète, que l'on touche du doigt, que l'on voit de ses yeux, l'amour de ces êtres humains dont on entend la voix. Il, le poète, ne peut faire de vers que s'il est rempli de cet amour-là. C'est-à-dire, selon Nazim Hikmet, tu ne peux pas être un vrai poète, tu ne peux pas être un vrai écrivain, tu ne peux pas être véridique si tu n'es pas enraciné dans ton peuple, dans ta race, dans tes origines, que tu aies les pieds dans la boue de ton pays et que tu aies la tête et les bras dans le monde entier, vers le monde entier. On atteint l'universalisme que lorsqu'on est ancré dans notre terre. Nazim Hikmet travaille cette langue turque comme un menuisier travaillerait le bois, mais il rajoute un tel amour de l'homme concret que les mots turcs finissent par désigner l'humain. C'est-à-dire on passe d'une mot turc, de la désignation d'un turc, à un humain. On passe au stade de l'humanisme. C'est-à-dire un langage universel qui va parler à tout le monde. Quand vous lisez un livre et qui est traduit dans le monde, qui touche le monde entier, c'est que vous avez dépassé votre ethnie, vous avez dépassé votre société, vous êtes dans un domaine beaucoup plus vaste et que vous avez touché l'âme de l'humain, ce langage universel d'une commune présence. Conclusion. Les écrits des écrivains néocolonisés sont un kaléidoscope de clichés orientalistes et de stéréotypes éculés dont les racines sentent le colonialisme. Les écrivains néocolonisés sont des informateurs indigènes. Les écrivains néocolonisés font tous allégeance au lobby sioniste. Je vous remercie pour votre attention.